Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Et comme tous les jours dans cette émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à un point sur les élections municipales pour Paris en 2026. Une campagne qui promet d'être musclée avec deux bulldozers de la politique. Rachida Dati, véritable phénomène, et Sophia Chikirou qui mise sur la brutalité pour monter à l'assaut de Paris. Du côté d'Emmanuel Grégoire, c'est le temps des alliances ou non et le sujet est épineux. Que faire des écologistes représentés par David Béliard? Drague-t-il déjà les électeurs de la France insoumise? On en parle avec nos invités et ce dans une minute. En culture, Mathieu Lours viendra nous parler de cet ouvrage déjà historique. Rebâtir Notre-Dame, vous le savez, c'est l'ouvrage officiel de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. La merveilleuse histoire de ceux qui ont fait renaître la cathédrale de Paris de ses cendres. Le Figaro Histoire, enfin, nous racontera le sacre de Napoléon. Ça sera en fin d'émission avec Geoffroy Caillé. La bataille pour Paris s'organise et les styles de campagne s'affirment. Deux candidates prêtes à en découdre, au franc-parler et au style parfois brutal. L'actuel maire du 7e arrondissement, également ministre de la Culture, évidemment on pense à Rachida Dati, face à la LFiste Sophia Chikirou. Emmanuel Grégoire, de son côté, tente de rallier la gauche et s'initie au jeu des alliances. On va faire le point sur la situation, un premier point de campagne à l'occasion de ces municipales pour Paris 2026. On en parle bien sûr avec nos invités autour de la table. Richard Fleurin, vous êtes journaliste au service politique pour Le Figaro. Merci beaucoup d'être autour de la table. Nelly Garnier, vous êtes avec nous en tant que porte-parole de la campagne de Rachida Dati. Et Philippe Moreau-Chevrolet va nous rejoindre dans un instant. Vous le savez, il est professeur de communication politique à Sciences Po. On a le sentiment quand même qu'on assiste à une campagne assez exceptionnelle avec beaucoup de rebondissements passés et à venir. On a le sentiment, Richard, que ça va quand même être une campagne assez musclée. Oui, tout à fait. Surtout qu'elle n'a pas véritablement commencé. Elle a commencé pour nous, puisque vous êtes porte-parole, moi journaliste politique, on aime ça et on a envie même que la campagne commence véritablement. Mais sans avoir véritablement commencé, elle bat déjà son plein. Vous l'avez dit, avec les jeux d'alliance, avec la stratégie de communication très efficace de Rachida Dati qui a été mise en place. Donc oui, je pense que ça va être une campagne. Puis c'est une campagne sans sortant, puisque Anne Hidalgo ne se représente pas. Donc oui, ça va être plein de rebondissements. Je pense qu'on peut déjà le promettre à vos téléspectateurs. On peut l'affirmer sans se tromper. Rachida Dati, qualifiée souvent de candidate au franc-parler, au style parfois un peu brutal, en tout cas aux méthodes de communication qui lui sont propres. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle revendique ? Non, mais vous l'avez très bien dit, ça fait 25 ans qu'on a la même équipe au pouvoir à Paris. Donc forcément, il y a un effet d'essoufflement, forcément, il y a le besoin de quelque chose de neuf, d'une nouveauté, d'une nouvelle ère. Et puis, vous avez une très grande insatisfaction. Majoritairement, les Parisiens se disent insatisfaits du bilan de l'équipe sortante. Donc, ils ont envie que ça bouge, ils ont envie que ça change. Et puis, c'est aussi une personnalité qu'ils vont élire. Donc, il faut de la rupture. On les a convaincus que Paris, ça ne pouvait pas être mieux. Souvent, ils nous disent, on leur a dit, Paris est sale, mais bon, vous savez, c'est de votre faute, c'est parce que les Parisiens sont sales. Paris est embouteillé, mais Paris, ça ne peut pas être autrement, Paris doit être embouteillé. Donc, ils ont finalement abandonné l'idée qu'un maire, ça pouvait changer la vie des Parisiens. Et donc, Rachida Dati, elle sait aussi que c'est son volontarisme, c'est la conviction qu'elle va donner aux Parisiens que oui, avec elle, ça va changer, qui sera déterminante dans cette élection. Philippe Moreau-Chevrolet, vous nous avez rejoint, je le répète, vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po. On l'a dit avec Richard juste à côté de vous, c'est vrai que la campagne a déjà commencé de manière assez musclée. Assez forte, oui, c'est musclé, oui. Et moi, je note deux femmes très fortes qui ont des styles de communication assez particuliers, assez brutaux. Sophia Chikirou d'un côté, qui l'a dit, d'ailleurs, j'ai noté les lexiques qui sont utilisés pour parler d'elle dans les papiers. La flingueuse, la dézingueuse, elle veut déboulonner les socialistes. Elle n'a, je cite, peur de personne, ça dit quand même quelque chose. Oui. Et d'autre part, Rachida Dati, plus besoin de la présenter, ça dit quand même quelque chose de cette campagne. Oui, il y aura peut-être trois femmes. Il y aura sans doute Sarah Knafo qui va rentrer dans le jeu pour Reconquête. Donc ça va faire trois femmes avec des styles très très forts pour la campagne parisienne. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est si la campagne va se jouer à l'applaudimètre. C'est-à-dire en gros si la plus populaire, qui aura fait la campagne la plus forte, comme c'est parti pour Rachida Dati, va l'emporter parce que les Parisiens vont faire un choix sur le charisme, sachant qu'ils n'ont jamais voté comme ça, donc c'est une nouveauté totale, ou si on va faire un choix de fond. Et alors là, c'est plus embêtant pour la droite, parce que déjà la droite est divisée, il y a Bournazel, alors bon, pour l'instant il piétine, mais il y a plusieurs choix. Et puis au fond, est-ce que les Parisiens sont vraiment insatisfaits de la municipalité? Ils détestent Anne Hidalgo, tous les Parisiens vous en diront du mal, mais ils l'ont quand même réélue 2 fois.
Et l'orientation parisienne est quand même assez conforme. Donc vous distingueriez la personnalité, la personne d'Anne Hidalgo et derrière la politique qu'elle a menée, notamment par exemple pour le vélo, pour le... Je constate qu'elle a été quand même réélue 2 fois, assez largement. Élue 2 fois. Voilà, enfin, elle a été élue 2 fois, elle a été réélue. Donc réélue une fois. Donc pendant la crise Covid, donc pendant une division qui nous coûtait davantage, puisque Renaissance, la candidature, il y avait 2 dissidents, d'ailleurs, elle avait candidature Villani, la candidature Griveaux, et donc elle n'était pas possible cette union. Aujourd'hui, on a certes finalement ce changement de scrutin qui fait que la dernière fois, il y avait le système des arrondissements qui rendait plus difficile un vote direct pour une personnalité. Là, vous avez le vote direct pour une personnalité qui a rassemblé autour d'elle quand même des représentants de toutes les forces politiques de la droite et du centre, puisqu'elle a Sylvain Maillard, Benjamin Haddad, le MoDem, l'UDI. Et donc, c'est quand même un rassemblement beaucoup plus large que ce que nous avons connu en 2020. Ça, c'est vrai, mais mon point, c'est est-ce que Rachida Dati, elle représente vraiment l'électorat français des grandes villes ? Au sens où c'est un électorat qui est plutôt bobo, conservateur en même temps, hein, c'est une variété particulière, mais qui aime bien le vélo, l'écologie et voilà, et en même temps qu'on respecte son foncier, quoi, pour être clair. Et c'est assez particulier, mais ça reste quand même vrai. C'est pas la France des campagnes, c'est pas la droite. LR, c'est plus aujourd'hui, je vais pas vous embêter, hein, mais non, LR, c'est plutôt un électorat. Mais c'est intéressant d'ailleurs, puisque vous devez aussi travailler dessus au quotidien. Richard, on prendra évidemment votre avis sur cet électorat parisien tout particulier. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, on a dit, bon, bah voilà, les grandes villes sont à gauche, c'est acquis. D'ailleurs, même, on disait, c'est les écolos qui vont prendre les grosses villes. Bon, on voit quand même qu'à Lyon, ça va bouger. On voit que partout, en fait, ça bouge. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, partout, les grandes villes deviennent aussi la concentration de beaucoup d'insécurité. Une insécurité économique, hein. Vous avez une population de cadres qui arrive, qui n'est plus en capacité d'acheter, une insécurité culturelle, une insécurité... c'est vrai qu'on voit Rachida Dati aller dans tous ces quartiers qui sont gangrénés par une très forte insécurité. Et donc, finalement, les populations des grandes villes sont davantage en attente aujourd'hui d'ordre, de personnalités qui les protègent et qui s'occupent d'eux. Et c'est vrai que c'est un grand changement. Et Bertrand Delanoë, en 2001, a probablement correspondu à un changement sociologique des grandes villes, mais on est 25 ans après, et 25 ans après, c'est plus la même chose. C'est la droite qui reprendrait les grandes villes, et en tout cas, une droite de la droite et du centre, hein, d'ailleurs, ce qu'on incarne, mais oui, on voit bien que cette dynamique-là, nous ne sommes plus interrogés là-dessus. D'ailleurs, il y a des acquis, hein, vous avez vu les propositions qu'on a fait sur les mobilités, c'est de dire... Oui, on ne déconstruit pas du tout ce qui a été mis en place par Anne Hidalgo. Du vélo à Paris, mais on va faire du qualitatif, on va mettre un peu de bon sens et de pragmatisme dans les aménagements, et puis surtout on va faire du beau, parce qu'on peut faire des pistes à vélo sans enlaidir Paris et mettre des plots jaunes partout. Et sans détricoter ce qui a été fait par la précédente mandature. Richard. Ouais, la lecture électorale des scrutins est rendue difficile par l'éclatement de la vie politique aussi. Avant, en général aux élections intermédiaires, quand le pouvoir était de gauche, on votait plutôt à droite, quand le pouvoir était de droite, on votait plutôt à gauche. Emmanuel Macron a mis un tel boxon en tout ça que c'est difficile. On pourrait croire, si on se fonde là-dessus, sur ces éléments-là, que ça va être compliqué pour Rachida Dati parce qu'elle est ministre de la Culture d'Emmanuel Macron. Et donc elle est rattachée au pouvoir en place, mais en même temps c'est plus compliqué que ça parce qu'elle est issue de LR, qui n'est pas tout à fait le parti d'Emmanuel Macron, et LR est associée dans une coalition gouvernementale. Voilà, mais elle est proche à titre personnel d'Emmanuel Macron. Donc en réalité, dit comme ça a l'air compliqué. En réalité, c'est compliqué. Je pense qu'il y a toujours quand même une envie de changement, comme vous le disiez dans l'électorat, qui plaide plutôt en faveur de Rachida Dati, mais Emmanuel Grégoire n'est pas tout à fait la même personnalité qu'Anne Hidalgo, la maire sortante. Donc vraiment, la lisibilité est, je pense, difficile, même si effectivement à Paris, on vote à gauche depuis longtemps, vous l'avez rappelé, un quart de siècle. Mais voilà, il faudra observer, est-ce que cette envie de changement est importante, surtout que Rachida Dati, vous dites, correspond pas à l'électorat LR ou à la sociologie LR, mais Rachida Dati, c'est pas non plus tout à fait une femme issue des campagnes. C'est quelqu'un d'assez moderne, elle se met en scène dans ses vidéos habillée de façon en mode ville, quoi. Et citadine, pas oui, tout à fait. Citadine. Donc elle joue aussi sur ces codes-là et ça pourrait fonctionner. Elle fait 10 millions de vues, là où Emmanuel Grégoire en fait 10 000, ça on est d'accord. Exactement, et c'est massif, ces vidéos sont très regardées. Donc elle incarne aussi, je veux dire, je pense que la question des étiquettes jouera moins qu'elles ont pu jouer par le passé. L'incarnation, et puis il y a aussi eu la loi PLM qui est passée et qui change tout à fait la donne du scrutin. Donc l'incarnation va beaucoup changer et j'insiste juste là-dessus pour terminer. C'est vrai qu'Emmanuel Grégoire a la réputation d'un très grand technicien de Paris, il a été premier adjoint, il connaît très bien ses dossiers. Donc il a une légitimité du terrain. Voilà, mais en matière de pop, d'incarnation politique, il a beaucoup de retard à rattraper sur Rachida Dati. Une dernière réaction à Philippe Moreau-Chevrolet sur ce style Dati-Chikirou qui est évidemment
évidemment aux antipodes politiques et sur des propositions de campagne qui sont très différentes. Mais est-ce qu'il y a une forme de trumpisme à la française ou pas vraiment? Alors, on a un débat là-dessus, notamment avec Nelly Garnier. On a déjà beaucoup débattu là-dessus. Pour moi, oui, c'est du trumpisme. Pourquoi? En tout cas, sur la forme. C'est du trumpisme à la française, parce qu'il faut quand même se souvenir que l'histoire des poubelles, parce qu'on parle de cette vidéo où Rachida Dati s'habille en éboueur, elle va relever les poubelles. Il faut quand même voir que Valérie Pécresse a fait à peu près la même chose. Hein. Elle s'est mis une tenue jaune et elle est allée ramasser des papiers gras le long de je ne sais plus quel échangeur. Donc c'est un peu la même ligne. Donc c'était avant Trump. Et maintenant, oui, c'est du trumpisme. C'est là où le personnage, en fait, et sa légende prennent le pas sur le contenu politique. Et au fond, elle ne dit pas grand-chose dans cette vidéo, à part « je suis sympa ». Je vais vous nettoyer vos poubelles, mais bon, ça, on le fait déjà, et la mairie actuelle... Je suis accessible aussi. Je suis accessible, je suis proche de vous, et au fond, je suis pétri de contradictions, mais on s'en fiche. Vous allez voter pour moi, vous allez embarquer dans le camion avec moi, et puis là où on va, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est que vous êtes avec moi. Mais c'est fort, ça, comme message. C'est un message extrêmement fort, d'autant plus qu'Emmanuel Grégoire ne sait pas du tout communiquer à ce niveau-là, vraiment. Alors justement, c'est assez amusant que vous souligniez cette vidéo. Évidemment, là, on va la regarder, et on va surtout regarder la réaction d'Emmanuel Grégoire. Pardon, elle est partie trop vite. On la regarde ensemble. Et avec moi, la ville sera propre et elle sera tranquille. Et c'est justement ce qu'attendent les Parisiens. Ils attendent des résultats et de l'efficacité et de l'action. Moi, je serai la maire des résultats. Si demain je suis maire de Paris, je voudrais que la ville elle soit propre tout le temps. Vous trouvez que le matériel, là, il ne faut pas le changer? Il faut du matériel plus moderne. Ah ouais. Pour une ville comme Paris, il faut des nouvelles technologies. On n'est pas d'accord? Ouais, je vais vous dire, maire de Paris, je réorganiserai, je coordonnerai mieux la collecte des déchets et le nettoyage des rues. Il n'y a pas de raison que la ville ne soit pas mieux organisée pour que la ville soit propre 7 jours sur 7, 24 sur 24. Ça sera mon rôle comme maire de Paris. Ça, c'est cette vidéo qui a fait beaucoup de bruit. La réaction d'Emmanuel Grégoire qui a fait plus ou moins semblant de s'en offusquer sur X alors qu'il avait fait la même chose lui-même il y a un an. Je vous propose qu'on regarde cette photo qui en dit long. Et ça, c'est amusant quand même. Je voulais vous faire réfléchir là-dessus, Philippe Moreau-Chevrolet. Je me suis dit que ça allait vous amuser. Ah oui, c'est très amusant. Mais il n'y a que Rachida Dati qui peut s'en sortir en vidéo. On parle quand même d'une petite dame avec ses grosses lunettes, son brushing. Oh, vous êtes dur. Non, mais je veux dire, le contraste, et elle s'en sort très bien habillée comme ça. Je veux dire, elle fait chic. C'est quand même assez dingue. Hein, et donc, c'est ça, un personnage comme elle, c'est très difficile à contrer en politique. Surtout pour les socialistes qui ont toujours des scrupules à communiquer. Et à communiquer de cette façon-là. Mais ça marche, ça fonctionne. On voit qu'il a du mal, hein, Emmanuel Grégoire, même quand il s'offusque, derrière, c'est je pense qu'il est pressé par ses équipes de campagne à, bon, évidemment, pas forcément emboîter le pas à Rachida Dati, mais en tout cas, à se libérer. Il est toujours avec son costume, cravate bien mis. Il a fait une vidéo avec le festival des Teckels, qui est un vrai festival qui existe à Paris. Il est bien obligé, parce que je pense que vraiment, il est pressé par ses équipes de campagne. Juste sur l'aspect trumpiste, moi, quand j'ai vu la vidéo de Rachida Dati, je le dis comme observateur de la vie politique, j'ai davantage pensé à Zoran Mamdani, le candidat à New York, qu'à Donald Trump. C'est intéressant. Parce que Zoran Mamdani, il se mettait aussi énormément en scène avec des cyclistes, etc. Enfin, dans des vidéos qui n'avaient a priori pas de grand intérêt. Peut-être que l'échelle ressemble plus aussi à l'échelle d'une ville. Il a. Oui, voilà. Et je pense que Rachida Dati, elle prend aussi Zoran Mamdani comme parce qu'il a fait une campagne victorieuse à New York. Elle le prend aussi comme argument, mais le truc, c'est que Trump et Dati, elle est déjà installée comme personnage. Mamdani, il a fait ça pour se faire connaître. Trump, il est déjà dans son personnage, et Dati, au fond, c'est un personnage qui ne changera jamais, quoi. Elle sera toujours comme ça. Enfin, vous voyez. On l'a connue quand elle a accédé aux couvertures de gala. C'était la première ministre en exercice à faire les couvertures de gala en robe de soirée. Oui, mais c'est peut-être ça a marqué l'opinion à un niveau de dingue. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement, être maire, on dit toujours, le maire, il est à portée de claque. Donc c'est sûr que les Parisiens, ils n'ont pas vu Anne Hidalgo. Moi, je l'ai pas vu Anne Hidalgo sur le terrain, aller se confronter, aller voir les agents de la propreté, aller leur dire ça marche pas. Et donc vous avez beaucoup de gens, d'ailleurs, même quand on voit sur les réseaux sociaux, des gens qui disent je sais pas pour qui je voterai, mais je n'ai pas vu. Aujourd'hui, dans les élus de la majorité sortante, je ne les ai pas vus comme ça aller au contact des gens. Et donc, je crois que sur le mandat de maire, qui est ce mandat de proximité, c'est très important d'incarner cette proximité. Et puis, c'est marrant parce que tout le monde est en train de se dire est-ce qu'elle copie tel ou tel style Rachida Dati? Mais en fait, Rachida Dati, elle a toujours été comme ça, un personnage hors norme, parce que je crois que dans la sphère politique, ce niveau d'ascension sociale, parce qu'elle vient, on peut venir d'une petite classe moyenne et arriver au monde politique, c'est-à-dire d'arriver avec des parents analphabètes qui sont arrivés en France, un père ouvrier, une famille de 12 enfants, où elle a dû s'occuper des frères, des sœurs, c'est-à-dire ce destin-là,
quelque part, il parlera toujours aux Français, ça sera toujours quelque chose d'un peu hors norme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui... C'est un peu la liturgie Rachida Dati, il y a cette histoire qui la précède. Oui, mais quelque part... Pour aller dans le sens de Mme Dani, ce serait la première femme maire d'une ville comme celle-ci, musulmane. Alors elle est très proche des valeurs chrétiennes, elle le répète, mais elle dit aussi qu'elle ne s'est jamais convertie, elle est musulmane. Ça, ce serait très remarquable que la droite mette au pouvoir la première femme, mère célibataire musulmane. Si on nous avait dit ça il y a 50 ans, je n'aurais pas cru. On l'aurait pas cru. Mais elle a ce profil hors norme, c'est pour ça que vous savez, on a beaucoup souffert qu'on classe, qu'on monte les Parisiens les uns contre les autres. Absolument. Et d'ailleurs, cette majorité sortante, à chaque fois, elle vous disait on va faire du logement social dans le 16e en bas de chez vous pour vous punir parce que vous n'en avez pas assez. Et puis, toujours en train d'essayer de dire et les vélos sont gentils et les voitures sont méchants. Et finalement, il y a un besoin de réconciliation aujourd'hui à Paris. Et par ce destin un peu extraordinaire, et ça, je veux dire, c'est pas de la com, on ne peut pas l'inventer, c'est l'histoire de sa vie, elle s'est construite comme ça. Elle peut dire moi, j'arrive à parler aux gens, j'arrive à faire la messe dans le 7e arrondissement et j'arrive à faire les HLM du 18e, du 19e et au 20e. Et je suis crédible sur les deux parce que j'ai l'expérience de vie des deux. C'est très juste, mais pour rebondir aussi ce que je disais tout à l'heure sur les difficultés d'Emmanuel Grégoire à incarner, ce que Rachida Dati incarne très bien, un destin personnel, une figure politique très identifiée. Il y a un atout en creux que Emmanuel Grégoire a et qui, à mon avis, Rachida Dati, des choses sur lesquelles elle va être un peu plus mise en difficulté, c'est la connaissance des dossiers, précisément. Emmanuel Grégoire, il a occupé les responsabilités. 2008. Non, mais c'est incroyable. Parce que moi, je dirais deux choses. Un, quand même, derrière le comparatif Chikirou-Rachida Dati... Non, mais c'est un style de campagne. Excusez-moi. J'interroge quand même les représentations. Parce que Rachida Dati, n'oubliez pas qu'une partie de la droite parisienne, quand elle a débarqué dans le paysage parisien, a dit « Ah, elle va importer les méthodes du 9-3 ». Donc j'interroge quand même les représentations qu'il y a derrière, le fait de dire tiens, deux femmes issues de l'immigration maghrébine, elles sont toutes les deux brutales. C'est une confrontation qui vous arrange quand même en oubliant Emmanuel Grégoire. Non, mais toutes les deux des madames sans gêne. Je trouve quand même qu'on peut se permettre d'interroger les représentations. Et ensuite, elle a été garde des Sceaux, elle a été ministre de la Culture, elle a exercé de très grandes responsabilités. Et ça ne donne pas de réalité sur Paris. Attendez, elle est maire d'arrondissement, elle est présidente de son groupe d'opposition depuis 6 ans, elle fait des interviews dans la presse, elle a fait une interview très longue dans les Échos sur le redressement des finances publiques. Est-ce qu'à un moment, vous avez noté de l'amateurisme? Donc il y a un moment, à quel moment... Je pense que vous ne parliez pas d'amateurisme, vous parliez au contraire de proximité sur les dossiers de terrain. À quel moment on peut dire je ne dis pas qu'elle ne connaît pas. Qu'elle ne connaît pas les dossiers. Non, mais il faut aussi, ces espèces de préjugés, il faut aussi interroger qu'est-ce qu'ils disent de nous, de nos préjugés. Ce que je veux dire, c'est que le fait... et sur l'origine et sur le genre. Je disais juste qu'à mon avis, elle sera mise en difficulté là-dessus par son opposition, par Emmanuel Grégoire, et que quand on n'a pas dirigé depuis 25 ans une collectivité, forcément, on part de plus loin qu'une équipe qui l'a dirigée depuis pendant 25 ans. Regardez, ils ont mis la ville en faillite. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le périscolaire. Ça, je le conteste pas du tout. Regardez ce qui se passe sur le périscolaire. On vit un scandale. Ils ont... je veux dire, les preuves de leur incompétence sont légion quand même. On va continuer à parler d'Emmanuel Grégoire. Richard, vous avez consacré un papier aux alliances de la gauche, aux alliances que pourrait être en train de mener Emmanuel Grégoire. J'ai beaucoup parlé de Paris. Et vous avez beaucoup parlé de Paris. Une première question qui est quand même peut-être la plus importante, est-ce qu'il y a un risque qu'Emmanuel Grégoire pactise avec la France insoumise? Avec la France insoumise, non. Et il l'a d'ailleurs affirmé à nombreuses reprises. Absolument exclu, il l'a affirmé au premier tour et au second tour, j'insiste. Et quand on en discute avec Emmanuel Grégoire lui-même, mais aussi avec des gens qui sont très proches de lui et qui sont réputés fervents pourfendeurs, opposants de la France insoumise au Parti socialiste, je pense à Lamia El Arache, qui est numéro 2 sur la liste pour l'instant. Quand on en parle avec eux, en fait, ils sont prêts à presque, ça n'arrivera pas, mais ils disent si ça arrive, je claquerai la porte. Donc, je veux dire, a priori, cette hypothèse, parce que la vérité d'un jour en politique peut ne pas être celle du lendemain. Il n'y a pas d'ambiguïté? A priori, il n'y a pas une once d'ambiguïté, on y reviendra peut-être. Après, il faut voir aussi ce qui se passera à l'issue du premier tour. C'est-à-dire si Sophia Chikirou est extrêmement haute et que Emmanuel Grégoire est beaucoup plus bas que ce à quoi il s'attend, la question se posera. Je ne sais pas s'il y répondra. À mon avis, il y répondra par la négative, mais a priori, pas d'alliance, non, avec la France insoumise. Qu'en est-il des écologistes, représentés par David Béliard, donc? Tout à fait, avec les écologistes, c'est sur le point c'est en cours de finalisation. D'accord. C'est une affaire de jour. C'est compliqué pour les écologistes parce que ils l'ont jamais fait, une alliance de premier tour avec le Parti socialiste. Ça a trait à une question identitaire presque pour les écologistes parce que ils sont toujours, disons pas qu'à Paris, mais en général dans un rapport, comment dire, ils regardent la France insoumise et le PS avec comme s'ils trouvent souvent qu'ils se prennent pour plus qu'ils ne sont. Bref, donc c'est compliqué, mais c'est en
train d'aboutir dans des termes, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais bien sûr, a priori, selon les dernières informations, ça peut encore changer, mais les socialistes donneraient une autre mairie d'arrondissement aux écologistes qui en disposent déjà de 2. D'accord. A priori, celle du 11e, peut-être celle du 10e, mais plus vraisemblablement celle du 11e. Et sur la liste, sur les élus au conseil municipal, sur une centaine d'élus, me dit-on, qu'on peut espérer quand on est élu, si on est élu, ce qui n'est pas encore fait évidemment, une petite quarantaine pourrait revenir aux écologistes, qui est considérable. Enfin, je veux dire, tous les observateurs, je ne sais pas ce qu'en pense Garnier, mais la proportion tous les est très observateurs, importante. c'est considérable, alors même qu'on ne sait pas sérieusement si David Béliard se présentait, s'il parviendra à dépasser les 10% et donc se qualifier au second tour. On pourra revenir donc sur les raisons. Donc on essaye de câliner les écologistes et de leur dire mais venez avec nous, embarquez avec nous, et ça c'est malin, Philippe Moreau-Chevrolet. Ah oui, c'est plutôt malin. Dès maintenant, c'est malin. Oui, dès maintenant. De toute façon, la campagne, elle est maintenant. Le PS a besoin de plus d'alliés possible. Il a besoin de marginaliser les filles à fond. Il y a un autre inconnu à gauche qui est Place Publique. Place Publique oui. avait l'ambition au départ, c'est Saïd Ben Mouflok qui dirige la liste, avait l'ambition au départ de prendre la place de LFI dans le cœur des Parisiens, en s'appuyant sur les bons résultats aux européennes. Alors, je ne sais pas si c'est réaliste, mais ça n'a pas vraiment marché, non? Pour l'instant, ça ne marche pas, mais parce qu'ils ont le même handicap qu'Emmanuel Grégoire. Il faut une campagne de fond très sérieuse, mais... Non, mais ils feront alliance. Mais sans panache. Il y a encore moins de doutes. Il y a encore moins de doutes pour Place Publique que pour les écologistes. Eux, ils feront alliance avec le PS, je pense, évidemment. L'idée d'une alliance entre les écologistes, Emmanuel Grégoire, potentiellement certains élus de gauche, ça vous inquiète ? Non, mais je vais vous dire, la gauche a toujours été capable de toutes les alliances pour sa survie. C'est vrai. Non, mais ça a du sens quand même aujourd'hui, le Parti Socialiste et les écologistes. J'entends les gens du Parti Socialiste qui vous jurent qu'ils ne feront jamais d'alliance à la LFI. Je vous demande, pourquoi qui a fait élire Sophia Chikirou à Paris, Daniel Obono, Aymeric Caron ou d'autres personnalités clivantes comme Sandrine Rousseau? C'est le PS. Hein. Ils ont fait un accord aux dernières législatives où ils se sont répartis les circonscriptions. Ils ne se sont pas présentés les uns contre les autres. Emmanuel Grégoire a été élu dans la 7e circonscription parce que la France Insoumise ne lui a pas mis de candidat. Donc, à un moment, je suis élu régional, ils se sont alliés pour les régionales, ils se sont alliés pour les législatives. Donc, c'est pas vrai qu'ils s'allieront s'il y a besoin. Ils ont toujours tout fait. Et puis là, vous dire, ça fait des années qu'ils vivent sur la bête. Ils vivent complètement sur cette ville. Hein. Il y a quand même 53 000 agents, il y a des sociétés d'économie mixte, il y a des postes d'adjoints. Ils se sont répartis tout ça depuis 25 ans. Ils sont bien confortables sur cette ville. Ils ne comptent pas la lâcher. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas... il faut vraiment qu'il y ait un vote utile pour les mettre dehors. Je me rends compte, et je m'en suis rendu compte aussi en préparant cette interview, que j'avais été un peu vache, c'est que j'avais complètement oublié un candidat de bonne foi. C'est Pierre-Yves Bournazel, qui avait fait un bon début. Moi, je n'avais pas oublié, je l'ai cité tout à l'heure. Oui, merci. Mais il a pratiquement disparu. Mais là, depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'il a complètement disparu, alors que tout à l'heure, vous mentionniez tous les deux quelque chose d'intéressant. Vous disiez, d'un côté, il y a le style Dati qui est quand même assez clivant, qui est quand même assez particulier, assez ancré, on la connaît. D'autre part, Emmanuel Grégoire qui a du mal à s'affirmer, quelqu'un qui connaît les dossiers, qui est sérieux, en même temps qui est peut-être un petit peu moins clivant que Rachida Dati. Ça aurait pu être Pierre-Yves Bournazel et on ne sait pas trop ce qui s'est passé depuis. Pourtant, il a bénéficié du soutien d'Édouard Philippe, c'est pas rien. Non, effectivement, je pense que c'est plus difficile. On a parlé de Sophia Chikirou, de Rachida Dati. Emmanuel Grégoire, il est moins pop, mais il bénéficie quand même du fait qu'il est le candidat du Parti Socialiste qui dirige la ville depuis 25 ans. Mais pas celui d'Anne Hidalgo. Pas celui d'Anne Hidalgo. C'était Rémi Ferraud. Ouais. Mais Pierre-Yves Bournazel, effectivement, il n'est le candidat que d'Édouard Philippe, et de Renaissance, mais avec des difficultés, des schismes internes. Mais donc oui, ça va être difficile pour lui d'exister. Il essaye de jouer sur une carte candidat propre, qui n'a pas d'antécédent judiciaire pour trancher avec Rachida Dati. Dans la mesure où les Parisiens ne sont pas encore focalisés sur l'élection, c'est difficile à dire. C'est-à-dire que c'est pas maintenant que ça se cristallise, mais pour l'instant, il séduit pas, en tout cas pas comme il l'espérait. Les affaires judiciaires, c'est pas leur discriminant numéro un. Quand on a un candidat comme Rachida Dati, c'est pour ça que je parle de Trumpisme aussi. C'est plus large que ça. Donc vous me prenez tel que je suis, c'est ce que vous aurez, et c'est ce que les gens veulent. Vous savez à quoi vous attendre. Voilà, exactement, c'est ça. Et Bournazel, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre parce qu'il est dans sa communication, il a moins d'habitude, moins de moyens, moins de facilité peut-être aussi. Et du coup, c'est plus heurté, quoi. Il va à peu près dans le même chemin que Rachida Dati, à quelques nuances près, mais il le fait juste un peu moins bien. Du coup, c'est une campagne un peu difficile. Il vous fait peur, Pierre-Yves Bournazel ?
Non, mais vous savez, nous, rien ne nous fait peur. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter le changement aux Parisiens. Et à un moment, les Parisiens, ils ne veulent pas faire un vote de témoignage. Ils veulent voter pour la candidature qui permet de tourner la page de 25 ans. Et pour gagner, il vous faut les voix de Thierry Bournazel ? Donc, non, il nous faut les voix des Parisiens. Et on l'a dit, il y a eu une réforme de scrutin. Pour la première fois, les Parisiens vont voter directement pour le maire de Paris. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est voter dès le premier tour pour donner la dynamique du changement. Parce que c'est vrai que cette ville, elle n'est pas gagnée. C'est un vrai défi. C'est un vrai défi, c'est un vrai combat. On le mène tous les jours sur le terrain. Et donc, il faut nous donner la dynamique de premier tour qui fera qu'on gagnera au second. J'aimerais qu'on écoute Anne Hidalgo réagir justement sur ces affaires judiciaires et sur la candidature de Rachida Dati. Pour elle, elle aurait tout simplement dû se retirer du jeu politique. Je vous propose qu'on l'écoute. Je ne crois pas aux sondages qui ont toujours été assez peu fiables sur les municipales parisiennes. Mais elle pourrait être une bonne maire, Rachida Dati. Non, et puis vous savez, d'ailleurs, avec les affaires qui la concernent, avec quand même, personne n'en parle, donc pardon d'en parler. On en parle, elle sera jugée au mois de septembre. Elle va être jugée en septembre prochain pour corruption. Ce sont des faits très graves, c'est-à-dire elle risque vraiment une peine très très lourde. Je n'imagine pas une seconde les Parisiennes et les Parisiens confier les clés à quelqu'un qui pourra être démis de ses fonctions si la justice en décide. Elle est illégitime à se présenter aujourd'hui, vous trouvez ? Il n'y a pas d'illégitimité, puisque... D'un point de vue moral mais d'un point de vue moral, ça fait longtemps qu'elle aurait dû abandonner son mandat, parce que quand on est concerné par des affaires aussi lourdes, on prend ses responsabilités. Elle y va fort quand même, non ? Oui, elle y va fort. Et puis surtout, elle a du problème du point de vue des Parisiens, c'est qu'ils ont entendu parler récemment de l'affaire des frais de bouche et des frais personnels. Donc la question de la moralité, elle est quand même difficile à manier. Elle est moins audible. Voilà. Quand elle dit, elle l'assassine vraiment efficacement quand elle dit est-ce qu'elle est compétente ? Non. Voilà. Ça, c'est le style Hidalgo. Son ancien premier adjoint, elle Emmanuel dit ça Grégoire. Beaucoup de monde, ça, on est d'accord. Elle est pétrie de haine, Anne Hidalgo. Elle est pétrie de haine envers ses opposants, envers sa propre équipe. Elle n'a jamais montré de l'attention envers les Parisiens. Et aujourd'hui, elle finit son mandat comment ? En faisant le tour du monde aux frais des Parisiens pour son poste de candidature de son prochain poste. Pardon, mais c'est réciproque cette animosité. Oui, c'est vrai, mais parce que c'est... Vous voyez, c'est une relation d'amour-haine avec Hidalgo. On l'a réélu quand même à Paris. Je dis on parce que je suis parisien, mais mais je crois Paris l'a réélu quand même. Les Parisiens, ils ont besoin d'avoir maintenant quelqu'un qui s'occupe d'eux, quelqu'un qui réconcilie, quelqu'un qui apaise, voilà, quelqu'un qui tourne cette page. Donc la guéguerre Rachida Dati, Anne Hidalgo va de fait se terminer puisqu'Anne Hidalgo ne pourra pas se représenter, ne va pas se représenter. Mais c'est fini pour de bon, ces guéguerres au Conseil de Paris, cette animosité, cette électricité permanente au Conseil de Paris. C'est le combat politique, c'est des vraies divergences sur le fond. Enfin, Anne Hidalgo, elle a profondément abîmé cette ville, on le dit, on le répète, et donc je dirais, c'est pas une guéguerre... C'est pas que de la posture politique. Non, c'est vraiment... et là, je pense que c'est un formidable espoir qu'elle s'en aille, pour tout le monde. Ouais, juste sur les affaires de Rachida Dati, effectivement, je ne pense pas que ce soit un argument qui, en soi, est de nature à jouer un rôle dans l'esprit des Parisiens qui vont voter en mars. En revanche, ce qui est intéressant dans l'intervention d'Anne Hidalgo, c'est qu'elle parle de l'inéligibilité potentielle. Donc évidemment, pour l'instant, on n'en sait rien de Rachida Dati. Donc le fait qu'on l'élise et qu'après, elle soit obligée de renoncer. Exactement, de renoncer à son poste avec l'exécution provisoire qu'on voit dans beaucoup de cas aujourd'hui en politique. Ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup à gauche d'élus parisiens qui m'expliquent qu'ils vont prendre la chose par cet angle-là. C'est-à-dire dire il y a beaucoup d'affaires dans Rachida Dati sans trop s'apesantir là-dessus et expliquer qu'à la fin des fins, elle va peut-être, sans doute de leur point de vue, rester aux responsabilités que quelques mois et que donc il ne faut pas voter pour elle. Et ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie, tout à fait, qui est peut-être pas la bonne, hein, je vous laisse juge, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est plus que les affaires. Et je pense que ça va être un point important de la campagne à gauche contre Rachida Dati. Un tout dernier mot, qu'est-ce qu'on surveille là dans les prochaines semaines ? Les alliances à gauche qui vont quand même être importantes. Je veux juste rajouter que ce sera une alliance donc PS, écolo, place publique, on en a parlé, mais pas que. Il y a aussi l'après, les anciens mélenchonistes. C'est-à-dire que dans le 20e, Danielle Simonet, qui est une ancienne très proche de Mélenchon, va faire campagne contre la candidate de Sophia Chipirou qui s'appelle Sophie de la Rochefoucauld dans le 20e, ce qui peut compter parce qu'elle a quand même une certaine implantation, Danielle Simonet. Il y a aussi Lucie Castet, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'ancienne candidate à Matignon du nouveau Front Populaire qui pourrait se retrouver sur la liste. Donc ça va quand même être une alliance
extrêmement large XXL. et assez massive qui pourrait garantir à la gauche un bon score de premier tour. Voilà. Et donc on ça qu'il faut suivra surveiller, ces quoi. alliances à gauche et puis on continuera à suivre évidemment. Il faut regarder l'évolution des courbes pour voir ce que va donner Rachida Dati au final en intention de vote. Et les prochaines publications de Rachida Dati qui font toujours beaucoup de bruit. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France pour nous parler de ces municipales et de cette campagne en cours. On en reparle évidemment très bientôt. Merci beaucoup. On passe tout de suite à l'entretien culture. Aujourd'hui, on vous parle d'un ouvrage magnifique, un ouvrage qui fait déjà l'histoire de France, de Paris, de Notre-Dame. C'est l'ouvrage officiel de la restauration de Notre-Dame de Paris, suite bien sûr à ce terrible incendie, un ouvrage dont les textes ont été écrits par Mathieu Lourdes. Je l'ai avec moi, c'est un très bel objet, en plus d'être un très bel ouvrage. Je vous le montre avec une très belle couverture. Mathieu Lourdes, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien. J'ai d'abord envie de vous demander si cette grande dame est devenue une sorte de vieille amie pour vous, à force de la côtoyer, de la regarder, de la voir aussi s'embellir, évoluer. C'est devenu une vieille amie? Alors c'était déjà une vieille amie avant l'incendie. 6 mois avant l'incendie, on était en train de faire une campagne photographique pour un ouvrage consacré à Notre-Dame, dans la Flèche, dans la Charpente. Et disons que c'est une vieille amie que je suis allé voir à l'hôpital et que je suis content de retrouver à une grande fête. Elle est jolie cette métaphore de la vieille amie qui était à l'hôpital et qu'on retrouve de toute beauté. J'imagine votre émotion évidemment à chaque étape de ce procédé puisque ça a été un processus d'abord très douloureux. Quelle a été votre émotion le soir de l'incendie? On a dû beaucoup vous le demander. Mais derrière le chevet de Notre-Dame sur l'île Saint-Louis, là où j'étais au moment du drame, je crois que ça a été de l'ordre de la sidération. Toutes sortes d'images esthétiques, toutes sortes de récits historiques, voilà, une espèce d'accéléré. Et c'est là qu'on comprend ce que c'est qu'un événement, un instant qui dure une éternité, une espèce d'épaisseur assez Vous avez incroyable. Tout de suite senti que ce moment était particulier et qu'il allait faire l'histoire de Paris. Oui, on le voyait à cause des réactions de ceux qui nous entouraient, de l'aspect vraiment incroyable. Vraiment incroyable au sens propre. On ne pouvait pas croire ce qu'on voyait quasiment. Et puis 10 jours après, rentrer dans Notre-Dame, marcher dans la cendre en sentant toutes ces odeurs qui avaient changé. Ça sentait la cendre humide à la place de l'encens et des cierges. C'est une sorte de confrontation réelle très forte. Le ciel bleu quand on levait les yeux qui apparaissait à travers le trou de la voûte. Ça dit beaucoup de choses. Et puis tout ça pour se retrouver 4 ans plus tard, au sommet de la Flèche, à toucher la croix à 100 mètres du sol qui avait été replacée dans le ciel de Paris, et se retrouver le 8 décembre au matin à assister à la consécration d'un hôtel à Notre-Dame de Paris en présence de chefs d'État, de Parisiens, de croyants, de non-croyants. C'était une espèce d'accélération de l'histoire, et puis cette impression de la fin heureuse, surtout, grâce au travail et à l'excellence de tous ceux qui ont mené tout ça. Et j'imagine cette capacité à mesurer le chemin parcouru, c'est quelque chose d'assez génial dans cet ouvrage. À la première page, on découvre bien sûr cet amas très épais, très dense de flammes, ces cendres qui sont omniprésentes. Et puis à la dernière page, on voit cette dentelle magnifique, ces pierres qui font Notre-Dame de Paris. Et on mesure d'une page à l'autre le chemin immense parcouru et le travail de tous ceux qui ont permis que cela soit possible. Oui, exactement, parce que tous ces bâtisseurs de cathédrales, nous, historiens, quand on les interroge, ils sont morts. Les chantiers qu'on étudie, ils ont entre 8 siècles et 4 siècles, 3 siècles, et 2 siècles, mettons, au mieux. Et là, on avait les dignes successeurs de tous ces artisans, de tous ces artistes, et de l'architecte. Philippe Villeneuve et ses collaborateurs sont les successeurs de Viollet-le-Duc et Lassus, en quelque sorte. Et toute cette excellence qui, d'habitude, est dispersée sur tous nos chantiers de monuments historiques, là, elle était concentrée. C'est une matière unique pour un historien. Voilà, et en plus, avec l'établissement public qui a coordonné tous ces métiers sous la direction de Philippe Jost et avant lui du général Georges Lain, voilà, on avait un chantier hors norme qui nous rappelait à la fois ce qu'était un chantier de cathédrale, parce qu'on avait des similitudes vraiment incroyables entre un chantier de cathédrale, notamment la vie en commun des artisans d'excellence, le dialogue entre les administratifs, les architectes et ceux qui font, l'intelligence de l'œil, de la main, de l'esprit qui dialoguent en quelque sorte, attablés au chevet de Notre-Dame. C'est ce que Viollet-le-Duc avait fait, il avait mis son atelier là, enfin voilà, on y était. Et dans le même temps, ordinateur, grue, oui, évidemment. Modélisation 3D, on était qui nous a permis de tenir des délais absolument incroyables aussi. On était à la fois dans l'éternité de l'excellence et de la transmission et complètement au XXIe siècle.
Au cœur de cet ouvrage, on découvre aussi, et on le voit à l'image, près de 300 photos et croquis qui retracent ce travail pharaonique pour rebâtir Notre-Dame de Paris. C'est aussi forcément un livre hommage à tous ceux qui y ont participé, et ils sont nombreux. On pense évidemment, et on en a beaucoup parlé, de ces artisans d'art, de tous ces métiers qu'on a pu remettre à l'honneur, et c'était une vraie fierté française, mais aussi tous ceux qui ont contribué à leur échelle à ce que ça soit possible. Oui, la cathédrale s'impose dans notre imaginaire comme une œuvre collective. Et la restauration de Notre-Dame a été aussi une œuvre collective. C'est-à-dire qu'on a eu d'une part l'œuvre des pompiers, en premier lieu, l'œuvre des donateurs, en second lieu, très rapidement, qui ont commencé à donner, puis l'œuvre de tous ceux qui ont œuvré de leur esprit et de leurs mains à la reconstruction de Notre-Dame. Et c'est à cela qu'on a voulu donner la parole aussi dans ce livre. On les a rencontrés. On a dialogué avec eux, il y a eu des prises de parole, des entretiens, et vous verrez tout au long du livre des phrases qui sont magnifiques, et on voit la fierté de l'œuvre accomplie ensemble. Justement, dans cette écriture, qu'est-ce qui a guidé votre main, qu'est-ce qui a guidé votre âme? Est-ce qu'il y a eu un fil narratif, malgré tout, la volonté de raconter une histoire, où vous vous êtes laissé guider par le cheminement de ce chantier incroyable? Alors, il y avait une chose que je ne voulais pas faire, c'était un rapport d'activité. Oui. Et dans le même ça aurait temps, été un petit peu moins charmant aussi. Hein. Voilà, et dans le même temps, il fallait que tout soit précis, que tout y soit, que le moindre chiffre soit le bon chiffre, que la moindre date soit la bonne date. D'accord. Et donc, je me suis laissé porter par l'idée de ce qu'est l'histoire. L'histoire, c'est avant tout un genre littéraire. C'est un genre littéraire sur lequel se plaque une exigence de rigueur et de méthode hypothético-déductive. Et donc, voilà, se laisser conduire en disant, si on me racontait l'histoire de cette restauration, en ayant un temps limité et un nombre de pages limité, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise? Je suis parti, en fait, de mettre dans la peau du lecteur. Et puis, je sais très bien que le lecteur regardera surtout les superbes images réalisées par 3 photographes d'excellence, qui ont été les photographes officiels de cette restauration. Toute cette restauration du début à la fin. Et sans leur regard, ce livre ne serait pas ce qu'il est. Ils vous ont donné à voir des choses que vous ne voyiez pas vous-même. Moi, je les ai rencontrés, j'en ai notamment rencontré un. Il m'a beaucoup ému parce que, en fait, ils ont cette capacité à voir ce qu'on ne voit pas et à le donner à voir d'une manière parfois très, très originale, très différente. Et le choix de photographes qui sont des reporters et pas forcément des photographes spécialisés dans l'art ou dans l'architecture est tel bon choix. C'est-à-dire qu'ils montrent les hommes et les femmes en action. Parce que c'est ça qu'on a voulu montrer dans ce livre. L'action, la détermination, l'objectif et les moyens qu'on se donne pour y arriver. Ça donne des perspectives absolument exceptionnelles. Oui, mais regardez les grands chantiers patrimoniaux de demain qui sont en train de se préparer. L'ouverture du chantier de restauration, de reconstruction de la flèche de Saint-Denis, qui, pour les 5 prochaines années, nous emmène. Et l'achèvement du chantier de restauration de Notre-Dame, qui va avoir besoin encore du soutien des Français et du fait qu'on parle, qu'on montre cette excellence qui va encore, pendant au moins 3 ou 4 ans, continuer à agir sur Notre-Dame. Ça a été un choix difficile, et pour les textes, et pour les images. On dit tout le temps que choisir, c'est renoncer. Vous avez mis de côté certaines images magnifiques en vous disant qu'elles racontaient une histoire, certes très belle, de Notre-Dame, mais pas celle que vous vouliez raconter. Alors, pour ne rien vous cacher, le choix des photos, c'est aussi une œuvre collective. D'accord, tout le monde a donné son avis. Oui, il y a eu une relecture entre l'établissement public, l'éditrice, les photographes, l'auteur. Donc voilà. Encore une fois, c'était un travail collectif. Mais oui, c'est un livre où finalement, j'ai prêté ma plume à quelque chose qui va au-delà de mon simple avis, une page de mes notre simples recherches. Voilà. C'est aussi un exercice d'humilité d'écrire ça. Parce qu'on ne va pas arriver en disant « mon hypothèse est et je vais vous l'argumenter », etc. C'est une responsabilité importante. Vous avez eu conscience tout au long de ce travail, de ce que ça représentait pour la France, pour Notre-Dame de Paris, pour le monde, cet ouvrage? Je crois qu'il y a vraiment, un enjeu là qui nous dépasse tous et il ne faut pas trop y réfléchir. Je pense sinon, ça peut paralyser. C'est l'ordre de la mission, vous confiez une mission, vous y allez. Et ce qui est plaisant, c'est que la satisfaction dépasse l'autosatisfaction. Tant mieux. C'est-à-dire qu'on comprend que ce livre, il permet aussi de garder un souvenir à tous ceux qui n'ont pas vu Notre-Dame pendant 5 ans. Moi, quand j'ai rencontré les lecteurs, c'est vraiment ça qui m'a marqué. C'est l'idée qu'on avait un petit peu de Notre-Dame dans cet ouvrage, qu'on se sentait un petit peu... on gardait une part de cette émotion. Et encore une fois, c'est quelque chose de collectif, pour vous donner raison. Oui. Dans un entretien au Figaro, vous disiez que les cathédrales avaient 3 missions. Émouvoir, instruire et séduire. Quelle a été votre émotion la plus forte?
quand je suis monté sur l'échafaudage à 100 mètres de haut et que j'ai touché la croix qui venait de revenir dans le ciel de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? C'est dur à dire, mais indescriptible. je crois que ça tient à quelque chose qui reste dans notre âme, du romantisme. D'accord. Ce goût pour les cathédrales, pour les ruines. Et puis, ce jour-là, il pleuvait, il y avait du vent. On a l'impression d'être sur un 3-mâts au cœur de Paris. Je vois très bien l'idée. Et on était au centre géographique de Paris, on voyait partout et on se prenait le vent comme ça, la pluie. Et là, il y avait une espèce d'électricité quand on touchait ce métal doré. Et puis, il y a toute la symbolique de la croix dans le ciel. Enfin, qu'on soit croyant ou non, ça dit quelque chose d'incroyable. C'est une image forte, surtout qu'on en avait été privé pendant 5 ans. C'était à la fois, on retrouvait un état complet, pour paraphraser Viollet-le-Duc, oui, auquel on était habitué, qu'on ne regardait même plus, et cet état complet devenait l'état idéal. C'est très beau. Mais complètement 19e. Ce que vous avez appris et ce que vous n'oublierez jamais. J'imagine qu'en se confrontant à tous ces métiers, à tous ces savoir-faire, vous avez appris plein de choses. Alors, j'ai appris, en fait, ça m'a confirmé que quand on donne, on reçoit. Quand on donne du temps, de l'énergie, de la compétence, de l'argent, on construit de grandes choses. La France construit de grandes choses quand elle... On avait peut-être besoin de s'en souvenir un petit peu. Oui. On s'en est souvenu pour d'autres choses. On s'en est souvenu pour les Jeux Olympiques, oui. On s'en est souvenu pour le chantier de Notre-Dame. On s'en souvient aussi dans la solidarité qu'on peut avoir à certains moments de notre histoire. Et j'espère que l'effet Notre-Dame va devenir une sorte de métonymie ou de métaphore de ce que la France va bâtir dans les prochaines années. Quelle est la chose qui vous a le plus séduite dans cette cathédrale? Ce qui m'a séduit dans cette cathédrale, incontestablement, c'est quand même le travail des charpentiers. Sur la construction de la flèche. Il y avait une fascination à les voir travailler, assembler, remonter, parce qu'on a toujours l'idée que l'architecture, c'est de la pierre. Mmh. Et effectivement, à Saint-Denis, on va construire la plus grande tour de pierre qu'on ait bâtie depuis 150 ans. C'est quelque chose de fascinant aussi. Mais là, de voir toute la symbolique de l'arbre, du bois, à une époque où on parle justement des matériaux renouvelables, de toute cette question d'un respect, d'un cycle raisonné de l'approche des matériaux. Voilà. Alors évidemment, le travail des tailleurs de pierre, et puis quand même le travail d'échafaudage aussi m'a stupéfié. Cette espèce de cathédrale de métal qui a surgi dans Notre-Dame était quelque chose d'assez unique aussi, mais vraiment quand même la renaissance de la flèche. La renaissance de la flèche. J'aimerais qu'on termine sur un mot sur notre patrimoine religieux qui est menacé. Comment est-ce qu'on doit en prendre soin maintenant qu'on a eu ce terrible exemple? Vous l'avez dit, il s'est heureusement bien terminé. Comment est-ce qu'on prend soin de notre patrimoine religieux? D'abord réaliser 2 choses. À l'échelle de son village, toute église est une Notre-Dame. Deuxième élément, l'indifférence et la négligence sont aussi graves qu'un incendie. Et donc, il faut aimer ce patrimoine, partir du principe qu'il a un rôle, qu'il sert à quelque chose, et que d'entretenir le patrimoine, entretenir et pas seulement restaurer, c'est un investissement. C'est un investissement dans la qualité, c'est un investissement dans l'excellence, et c'est un investissement dans la collectivité et dans l'idée d'être un village, d'être une nation. Merci beaucoup Mathieu Lours et merci beaucoup pour ce très bel ouvrage que je remonte, Rebâtir Notre-Dame de Paris, le livre officiel de la restauration. Un immense merci d'être venu nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On est ravis de vous avoir reçu aujourd'hui. À très bientôt. Merci beaucoup. On passe tout de suite au Figaro Histoire nous raconte. Le Figaro Histoire nous raconte le 2 décembre 1804, le sacre de Napoléon, avec Geoffroy Caillé, bien sûr. Bienvenue, mon cher Geoffroy. Bonjour. On va parler du sacre de Napoléon à Notre-Dame de Paris, qui fait partie des dates inscrites au livre d'or de l'histoire de France, un événement symbolique, mais tout autant politique, immortalisé par le pinceau de David. L'occasion pour moi de rappeler ce magnifique Figaro hors-série consacré à David. On va continuer à en parler, je crois, pendant cette discussion avec vous. Quelle est la situation politique avant tout en 1804 ? Napoléon estime que son pouvoir, qu'il exerce depuis 1799, on a parlé il n'y a pas très longtemps de sa prise du pouvoir lors du 18 Brumaire, doit être affermi par une nouvelle légitimité. Et dès 1803, il a l'idée de préparer l'instauration d'un régime héréditaire impérial. Alors cette transformation ne peut pas se faire toute seule, il faut une grande cérémonie qui permette de marquer le coup et qui montre que c'est un événement à la fois politique, symbolique et religieux, un sacre. Napoléon reprend la bonne vieille recette des rois de France, sauf que ça va être très différent. Et dès mai 1804, le Sénat proclame officiellement Napoléon empereur des Français et les préparatifs du sacre se mettent en route.
Quel est le genre de sacre qu'il imagine? J'imagine qu'il a quelque chose en tête. Oui, alors, il veut s'approcher du sacre des rois parce qu'il aspire à leur légitimité, mais en même temps, il se rend compte que s'il renoue avec les traditions monarchiques de l'Ancien Régime, tous les partisans de la Révolution vont contester sa légitimité à lui. Ça peut être dangereux. Et donc, plutôt que Reims, qui est vraiment la cathédrale des Capétiens, il va choisir Notre-Dame de Paris, qui est le cœur religieux et politique du pays. Et alors il se met à inviter le pape, mais dans des conditions qui laissent finalement assez peu de place à l'imprévu, parce que la présence de Pie VII doit donner un éclat spirituel au nouvel empire. On voit Pie VII à l'écran, mais bien sûr sans remettre en question l'autorité de l'empereur. C'est un savant dosage. C'est un savant dosage de plusieurs éléments. Alors pour préparer le sacre, il faut du matériel, il faut des artisans, des artistes, et alors ils se mettent à travailler sans relâche, un peu comme on l'a vu là pour la restauration de Notre-Dame, pour transformer la vieille Notre-Dame en un décor monumental. On tend les piliers de Notre-Dame de velours pourpre et or, on installe un trône impérial, des estrades pour tous les dignitaires, on invente de nouveaux insignes du pouvoir qu'on appelle les régalias, qui permettront d'incarner vraiment ce régime hybride, héritier à la fois de la Révolution française, de Charlemagne, on plonge dans la plus haute antiquité, et de Rome. Alors comment va être organisée cette cérémonie? Alors le 2 décembre 1804, Paris se réveille en pleine effervescence, les cloches se mettent à sonner, les canons à tirer, et un immense cortège accompagne Napoléon et Joséphine des Tuileries, du palais des Tuileries, à Notre-Dame. L'entrée de l'empereur dans la cathédrale frappe les esprits parce qu'il porte un long manteau de pourpre, on le voit sur ce très beau tableau, doublé d'hermine. Il est soutenu, ce manteau, par plusieurs chambellans, et une couronne de laurier d'or évoque évidemment le triomphe des généraux romains, des empereurs romains. Joséphine l'accompagne dans une tenue tout aussi somptueuse qui est symbolique du rôle que l'empereur veut lui faire tenir dans la cérémonie. Et à l'intérieur de la cathédrale, le pape Pie VII les attend au pied du chœur comme pour les accueillir. Il bénit les insignes impériaux, donc le sceptre, la main de justice, l'épée impériale inspirée justement de celle de Charlemagne. D'accord. Et puis la couronne. Ensuite, il dit la messe, donc il s'agit bien d'une cérémonie religieuse, mais tout le monde comprend que le rôle du pape est plutôt celui d'un témoin solennel, plutôt de l'acteur principal. La cérémonie, elle reste entièrement orchestrée par Napoléon. C'est hyper codifié tout ça, c'est impressionnant je trouve de voir à quel point les choses ont été pensées et le degré de réflexion qu'il y a derrière. Oui. Qu'en est-il du moment à proprement parler du sacre? Alors, au moment où la couronne doit être posée sur la tête du nouvel empereur, normalement, quand il s'agit d'un roi, le souverain s'agenouille devant le pape. D'ailleurs, c'est comme ça que Charlemagne avait fait en l'an 800 quand il était couronné à Saint-Pierre de Rome par le pape. Mon petit doigt me dit que Napoléon va faire différemment. Napoléon ne s'agenouille pas, ni devant le pape, ni devant personne. Il s'avance, il saisit la couronne que lui remet le clergé, et là, sous les yeux de l'Assemblée, il la dépose lui-même sur sa tête. Il s'auto-couronne. Il s'auto-couronne, c'est un vrai manifeste politique. Là, on voit une esquisse de David, esquisse d'autant plus intéressante que le tableau, finalement, ne ressemble pas à ça. Et en affirmant, en se couronnant lui-même, il affirme que son pouvoir ne vient ni du pape, ni de sa naissance, mais de sa propre volonté et du soutien de la nation française. C'est un acte d'indépendance, on pourrait dire presque de défi, qui marque les esprits. Vient alors le tour de Joséphine. Vous avez dit qu'elle avait un rôle particulier et qu'il y tenait. Oui, parce que Napoléon se tourne, après s'être couronné, vers sa femme, qui elle-même est agenouillée devant lui, et il dépose de son propre chef la couronne sur sa tête. C'est un geste à la fois personnel, hein, qui unit le mari à sa femme, et aussi un geste politique qui symbolise le rôle que Napoléon entend faire jouer à Joséphine, en tout cas avec le statut d'impératrice qui maintenant lui est dévolu, alors que toute une partie de la famille Bonaparte est hostile à Joséphine. Donc c'est une façon vraiment d'assumer sa reconnaissance. Et ensuite l'empereur monte jusqu'au trône, et là il prononce le serment impérial par lequel il fait la promesse de gouverner selon les lois, de protéger la religion, la propriété et les acquis de la Révolution, c'est-à-dire essentiellement l'égalité devant la loi. Il se présente donc comme le garant vraiment de l'ordre nouveau. C'est un chef fort, un chef héréditaire, mais qui hérite des principes révolutionnaires. Et alors, quand la proclamation retentit, les trompettes se mettent à annoncer l'avènement de Napoléon Ier, les canons tirent une nouvelle fois, et la foule acclame l'empereur. Officiellement, le Premier Empire naît vraiment sous les voûtes de Notre-Dame de Paris. J'ai deux questions avant de continuer. Je peux vous les poser? Bien sûr. Est-ce que le fait que Napoléon donne un rôle particulier à Joséphine fait qu'elle a ce rôle particulier indépendamment de lui? Est-ce que si Napoléon était
était décédée, Joséphine lui aurait succédé en tant qu'impératrice. Alors, il est possible qu'elle ait assumé la régence s'ils avaient eu un enfant. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Est-ce qu'il lui aurait réellement laissé le pouvoir? Certainement pas, parce qu'il voulait un pouvoir héréditaire. Et à l'époque, le pouvoir héréditaire ne passe que par les hommes. Donc c'est pour l'installer à côté de lui. Donc c'est surtout pour l'installer à côté de lui, pour avoir une sorte d'alter ego revêtu du titre d'impératrice, qui est très fort dans l'imaginaire, parce que ça nous ramène aux empereurs de Byzance, mais probablement pas davantage. Ma deuxième question, c'est, on imagine un parterre aujourd'hui de personnalités reconnues dans Notre-Dame de Paris pendant ce sacre. Est-ce qu'il y avait une foule, une liesse populaire autour de Notre-Dame de Paris? Est-ce que c'est un événement qui a été suivi, acclamé par les Parisiens? Oui, les Parisiens étaient là, ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose d'assez extraordinaire, et l'enthousiasme quand même qui a accompagné tout ça et qui a été orchestré par les coups de canon, par les cloches. Les trompettes, vous avez... Tout ça, c'est destiné à faire venir les gens, et en fait, quand un événement pareil, inédit en fait, se produit, les gens sortent, et c'est ce qui s'est passé. C'est bon, j'ai plus de questions. On continue. Le souvenir de ce sacre, il nous est conservé par un tableau de David absolument magnifique qui est aujourd'hui au cœur d'une exposition au Louvre et auquel le Figaro hors-série consacre son dernier numéro. Parlez-nous-en. Alors, Napoléon, en fait, avait commandé 4 tableaux à David. Seuls 2 ont été réalisés. L'un qui s'appelle La distribution des aigles, qui est à Versailles, et l'autre, Le sacre de Napoléon, mal nommé Le sacre de Napoléon, on va voir pourquoi, qui évidemment se trouve au Louvre, et qui en fait représente, je vous le dis tout de suite, le couronnement de Joséphine, mais vous le saviez déjà. Napoléon a une phrase extraordinaire sur ce tableau. Il disait qu'on avait l'impression de marcher sur cette toile, qui fait presque 10 mètres de long, 6 mètres de haut. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les premières esquisses, dont celle qu'on a vue tout à l'heure, David avait représenté Napoléon se couronnant lui-même. Et puis ses collègues peintres lui ont dit que le geste était un peu audacieux. Et finalement, David a décidé de prendre pour modèle le couronnement de Marie de Médicis du peintre Rubens. Et donc, c'est le couronnement de Joséphine que son pinceau a immortalisé sur cette immense toile. Et alors, cette toile, c'est une rencontre vraiment entre le réalisme de la scène et l'imagination. Le réalisme, parce qu'il s'agit bien du couronnement de Joséphine qui a eu lieu, mais l'imagination parce que David a parsemé son tableau d'éléments qui ne sont pas fidèles à la réalité. Le plus connu, évidemment, c'est la présence de Madame Mère, qui boudait à Rome parce que son fils Lucien n'avait pas un rôle officiel dans la cérémonie. Et donc, David l'a rajouté à la demande de Napoléon pour montrer qu'elle adoubait son fils, son empereur de fils. Et elle sourit même. Et elle sourit en plus. Et puis, ce qui est fascinant, c'est que les couleurs du tableau sont très vives, elles sont très colorées. Or, cette journée du 2 décembre 1804, ça a été une journée où il a fait un froid glacial, où le ciel était particulièrement gris. On s'arrange avec la réalité. On s'arrange avec la réalité, ça n'a pas découragé, on l'a dit, les Parisiens, mais malgré tout, tout n'était pas comme ça. Quelles sont les conséquences de ce sacre? Alors, elles sont importantes parce que la première et la plus importante, c'est une conséquence politique, on pourrait dire à destination de l'Europe, de l'international, qui est à l'époque et l'Europe, puisque Napoléon, par ce sacre, s'inscrit dans la continuité des souverains européens, les Habsbourg en Autriche, les Romanov en Russie, et il donne en se sacrant une légitimité triple à son pouvoir, une légitimité politique, une légitimité religieuse et puis une légitimité populaire. Et donc pour les monarchies du continent, cet autocouronnement, c'est un signe de rupture parce que chez eux, tout fonctionnait à la naissance et Napoléon montre qu'une autre voie est possible et qu'un homme issu de la Révolution peut incarner le nouveau pouvoir de cette France monarchique, donc non par cette naissance, mais par ce talent qu'il a, ce génie politique qu'on sent déjà poindre, il l'a prouvé déjà au 18 Brumaire, ce génie militaire, il l'a prouvé aussi par ses guerres, mais également par la volonté nationale, puisqu'il est appuyé par les Français. Et donc le sacre du 2 décembre apparaît vraiment comme un événement fondateur, c'est un mélange de tradition et de modernité, de religion, de politique, d'héritage, mais aussi d'ambition personnelle. Il marque vraiment la naissance de l'Empire français et il fait entrer Napoléon, on peut le dire, vraiment dans une forme de légende. Et très souvent, et notamment à cause du tableau de David, on perçoit surtout la dimension symbolique du sacre, mais en réalité, quand on le regarde de plus près, comme on a essayé de le faire, on se rend compte que c'est un événement politique d'une finesse absolument incroyable. Vous allez vous demander, notre expert en communication politique tout à l'heure aurait certainement dit que la mission avait été réussie. On a parlé avec vous justement de ce savant dosage dont il a su faire preuve pour que ce sacre lui ressemble et soit fidèle à son ambition. C'est assez unique comme C'est assez unique et d'une certaine façon, peut-être qu'il a inspiré, sans le vouloir, 20 ans plus tard, le sacre de Charles X, qui revient. Donc il s'agit de renouer avec le sacre de Louis XVI 50 ans plus tôt. Et en réalité, en apparence, c'est un sacre comme autrefois, comme on faisait sous l'Ancien Régime, mais en réalité, il a
tirer parti des fruits du sacre de Napoléon, puisqu'il prononce le serment sur la charte, donc c'est un nouveau sacre, et plein de petits détails ont été adaptés, un peu comme le sacre de Napoléon 20 ans plus tôt. Je me souviens de cette exposition magnifique. Hein. Vous en aviez aussi parlé, évidemment, dans le Figaro Histoire. Merci beaucoup, Geoffroy Cayenne, de nous avoir parlé de ce sacre de Napoléon et de cette page de l'histoire de France. On vous retrouve évidemment lundi prochain, et moi je vous dis à demain dans Bienvenue en Ile-de-France. Je vous souhaite une excellente soirée.